Bonjour à tous. Alors, notre webinaire commencera donc à 14h15. Donc, on vous propose de patienter voilà, encore 2 minutes voilà, pour attendre les participants. Jérôme, je propose de te présenter en attendant l'arrivée des participants tout doucement. Ok. Merci beaucoup d'être présent pour ce webinaire sur la thématique comment améliorer la sécurité et la productivité de vos salariés. Donc, Nathalie, qui est en coulisses et qui m'accompagne pour me transférer en fait toutes les questions que vous pourrez me poser en direct, en live ou à la fin du webinaire comme vous le souhaitez, via en fait le chat participant qui se trouve sur votre droite, avec le petit bouton avec 3 points. Ce que je peux dire en introduction, c'est qu'aujourd'hui, 21 juin, c'est la fête de la musique. Et on va essayer, nous, de ne pas jouer de la flûte, comme on dit, mais plutôt d'être tout à fait concret. Je vais tenter de vous donner les clés de la partition de projets réussis, que vous soyez solo, projet solo ou collaboratif. N'hésitez pas, ce sera mon dernier jeu de mots, à déplier les langues hein, pour me poser toutes vos questions en ce jour de fête de la musique. Je pense que le temps est lancé et Oui. le nombre de participants est stabilisé, donc je propose peut-être de commencer. Oui, allons-y. Allons-y. Donc, merci beaucoup de participer à ce webinaire qui est organisé par la société Audace Digital Learning, société qui a une vingtaine d'années et qui déploie en fait ses activités sous toutes les formes d'art du digital learning, c'est-à-dire
des modules de formation e-learning, des serious games, des formations immersives et des simulateurs de conduite d'engins. On va pouvoir aussi développer via la réalité virtuelle, via la réalité mixte, ainsi que la réalité augmentée et quelques séquences pédagogiques également avec des outils holographiques. Je vais revenir sur ces points qui sont assez importants puisque nous allons consacrer une partie de cette activité aujourd'hui à toutes les formations immersives. Simplement pour conclure sur Audace, Audace est une société donc qui déploie ses activités dans les mondes du transport, de l'industrie, de l'automobile, du monde de la santé, de la formation continue, des univers tertiaires qui viennent nous chercher pour nos savoir-faire que nous allons développer aujourd'hui, ainsi que quelques universités et écoles pour la formation initiale. Donc, vous voyez, quelque chose d'assez large avec une vision assez globale en fait des problématiques clients. Audace, c'est également 10 contrats cadres avec la SNCF, Air France, Aftral, Naval Group, Institut 4.10, qui est l'Institut de formation de la sécurité sociale, GRDF, Total, le groupe RTE, Orano et l'EFS, Établissement français du sang, avec qui nous collaborons maintenant depuis une petite dizaine d'années. C'est plusieurs grandes récompenses que nous avons réussi à gagner, surtout grâce à nos clients qui nous ont confié leurs projets, et ces projets se sont vus remettre des prix. Les atouts de l'immersive learning dans un parcours de formation. Alors, tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que nous allons vous parler d'abord de formation à la prévention des risques, dans des formats aussi divers que le e-learning, le serious game, la simulation. Mais nous allons nous concentrer aujourd'hui essentiellement sur la XR. Je ne sais pas si ce terme est connu de vous tous, mais la XR regroupe en fait à la fois la réalité virtuelle, la réalité mixte et la réalité augmentée. Alors, qui dit formation en immersion dit parcours de formation, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir forcément un grand distinguo entre un parcours de formation traditionnel en présentiel ou en digital learning de type e-learning, avec un parcours de formation immersif. Dans les deux cas, on a à la base un besoin qui est de plonger l'apprenant dans un environnement comme au réel, des moyens, bien sûr, avec une immersion qui va nécessiter des équipements pour que la simulation soit le plus proche possible de la réalité. On a une scénarisation avec une histoire, un récit, un plan d'action à vivre ou à suivre pleinement. Un temps court, par contre, ça va vraiment distinguer l'expérience XR, puisque en XR, on a du mal à plonger l'apprenant dans des environnements de 3D plus longtemps que 5 à 15 minutes. Alors, c'est le temps de concentration sur ce type d'outil. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des formations longues, mais dans tous les cas, il va falloir séquencer de manière à permettre à la personne de mettre son casque de réalité virtuelle, par exemple, et de l'enlever régulièrement afin de débriefer, puis lancer une seconde étape, mais en se donnant effectivement ce rythme qui permet un repos entre chaque expérience. Enfin, une évaluation. Et l'évaluation en XR va être extrêmement fiable. Pourquoi? Parce que justement, on va enregistrer un étalon. L'étalon, c'est le parcours idéal, c'est celui qui a été enregistré par l'expert métier. Et on va pouvoir ainsi donner beaucoup de métriques à l'apprenant, lui faire beaucoup de retours formatifs sur ce qu'il est en train de faire par rapport à ce qu'il aurait dû faire ou les éléments que ce soit le temps, l'action, la méthode, la chronologie, tous ces éléments que l'apprenant va pouvoir évaluer, s'auto-évaluer en live dans le parcours. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, quand on parle de XR, en fait, nous regroupons en fait 4 grandes technologies. La première technologie, c'est la réalité augmentée.
dit AR ou RA, selon qu'on parle français ou anglais. Cette technologie va utiliser en fait un périphérique qui va être soit un smartphone, soit une tablette. Ce périphérique va utiliser en fait sa caméra pour filmer l'environnement réel et va capter dans l'environnement réel des éléments déclenchants qui vont pouvoir lui permettre de visualiser une 2D, une 3D, des images, du texte, un son ou une vidéo ou une animation 3D. L'ensemble de ces médias sont déclenchés soit par une icône de type QR code ou de type simplement un visuel, voire même un objet, s'il est suffisamment singulier, cela permet avec la tablette de le déclencher. Enfin, ce type d'outil permet aussi via certaines technologies comme l'ARCore de positionner des objets 3D dans l'environnement et de les faire vivre en live sans perdre jamais la géoposition de l'objet. On voit l'exemple qui est ici où on est dans un couloir d'une banque. Le client a souhaité que les départs de feu se passent chez lui. Donc, la corbeille prend feu dans son couloir à lui. Et les différents états de la corbeille vont demander à l'apprenant d'activer un certain nombre d'actions et d'avertissements. Première technologie, la réalité augmentée. Deuxième technologie, la réalité virtuelle. La réalité virtuelle se dispense via un casque de réalité virtuelle. C'est un casque qui est opaque, dans lequel en fait il y a des écrans et on va retransmettre une visualisation d'un environnement dans ce casque. Le gros avantage de la réalité virtuelle, c'est que vous allez être en géode 360 degrés, c'est-à-dire que l'environnement qui est autour de vous est totalement reconstitué. Si vous levez les yeux, il y a le ciel. Si vous regardez vos pieds, vous les voyez. Que vous tourniez à droite, à gauche, devant, derrière, l'environnement complet est reconstitué. Ce qui permet d'être assez puissant sur notamment des formations à la sécurité. L'exemple qui est donné là, c'est un simulateur de conduite de grues auxiliaires. Ce sont ces grues qui livrent des matériaux de chantier. Et vous voyez qu'en fait, le collaborateur, on lui a interpacé la vraie télécommande de la grue. Il est en immersion et il va pouvoir s'entraîner à des scénarios dits de CACES, qui sont en fait des scénarios qui permettent en fait d'habiliter les personnes à la conduite d'engins. C'était donc la réalité virtuelle. Le troisième type de réalité, c'est ce qu'on appelle la réalité mixte. La réalité mixte, en fait, reprend le principe de la lunette, puisque l'opérateur est équipé de lunettes, par exemple ici dans l'exemple de type Microsoft HoloLens, mais dans ces lunettes vont apparaître en superposition dans la lentille des objets, des informations qui lui permettent en fait de progresser dans son environnement et d'être averti d'un certain nombre de choses. On voit ici, par exemple, qu'il a la possibilité d'afficher en fait son logiciel de process et il va voir également sur l'environnement s'afficher des points rayonnants, puisque là vous êtes dans un bâtiment du nucléaire, il y a certains barils qui émettent en fait de la radiation, ce qui va permettre à la personne, dans son parcours au sein de la halle, d'éviter les points les plus chauds. Ça, c'est la réalité mixte. Et le quatrième type d'environnement XR, c'est en fait le plus simple, c'est la simulation sur écran et qui permet en fait de faire de la simulation 3D, de reconstituer des phases de production ou des phases de sécurité, des problématiques de sécurité, et on peut aller jusqu'à de la 3D complète, puisqu'on peut aussi faire de l'holographie, c'est-à-dire que certains dispositifs comme ces tablettes permettent de faire sortir l'objet entre soi et la tablette et de le manipuler, ce qui permet aussi d'avoir une expérience un peu originale avec l'objet. Notamment dans le domaine de la santé où, par exemple, vous pouvez avoir le cœur, le manipuler, enlever certaines parties, voir à l'intérieur, etc., etc. Voilà pour les 4 types de techno. Alors n'hésitez pas dans le chat s'il y a des questions, parce qu'il est important de voir en fait, et c'est un peu l'objet de notre intervention aujourd'hui, chacune de ces technologies ont
véritablement des plus et des moins. Donc, l'idée, c'est vraiment de voir quelle est la pertinence de l'outil par rapport à un problème. Alors, je propose, si vous le souhaitez, de regarder quelques vidéos qui vous permettent peut-être de distinguer vraiment réalité augmentée, réalité virtuelle, les simulations 3D notamment. Et puis, voilà, Jérôme peut les commenter en même temps et puis on peut répondre à toutes vos questions si vous le souhaitez. Je reste disponible via le chat et je n'hésiterai pas à poser les questions à Jérôme au fur et à mesure. Alors, je propose déjà de regarder un petit extrait enfin, quelques exemples de réalité, de dispositifs en réalité augmentée. Voilà, donc Jérôme, si tu veux commenter, en tout cas, j'ai coupé De le mon son. côté, je ne les vois pas, donc Ah, est-ce que vous les voyez? je te vois toi, Nathalie, mais je ne Ah, vois pas les vidéos. attendez, une petite seconde. Alors, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous voyez... Non, pas de vidéo. Merci de votre retour. Bon, je pense qu'on va continuer et puis on reviendra à la fin sur la partie vidéo avec les exemples. Ça sera plus simple parce que si Oui. effectivement, voilà, on risque de dépasser après en termes de temps. Ah, tu as réussi à lancer celle-ci. Ah, d'accord, pardon, excusez-moi, ça s'est lancé. Les aléas du direct. Voilà. Donc, première vidéo simplement pour illustrer la partie réalité augmentée. Donc, vous voyez qu'à partir d'une affiche, je peux déclencher un certain nombre de médias sur ma tablette. Hein. L'affiche en fait, a été reconnue par la tablette et la tablette va lancer un certain nombre d'interactions. Ça peut être de la géolocalisation, de là où se trouve la station, en l'occurrence, c'est pour une station d'épuration pour Veolia, et également des médias pour expliquer comment le circuit fonctionne. Toujours à base d'un QR code, je peux par exemple identifier des objets et adapter en fait des risques par rapport à des objets qui se trouvent dans l'environnement. Donc ici, par exemple, on peut faire apparaître un casque Fenzi. Ça peut être également un palan avec un pont. Ça peut être également, on va voir juste après, une personne, le tout étant en fait pour chacune de ces interactions d'identifier une problématique et un risque, qui c'est l'objet en fait de ce dispositif qui a été créé pour EDF nucléaire centrale du budget. Ici, vous voyez qu'on peut aussi c'est reconnaître l'objet, c'est-à-dire que là, vous voyez, il n'y a plus de QR code, et c'est dans un exemple dans le tourisme, mais vous voyez, en fait, il y a une frise sur la gare, et en fait, la frise est reconnue directement et ça lance en fait un petit mineur qui vous explique comment sont arrivés en fait tous les courants de professionnels dans le monde de la mine au travers de cette gare. Idem ici sur cette maquette reconstituée à partir d'une photo. Donc, je pense qu'on a compris le principe de la Oui. réalité augmentée, hein, que ce soit par des QR codes, des icônes ou des images réelles ou des objets réels. Alors, là, est-ce que vous voyez la vidéo suivante? Pas pour l'instant. D'accord. Ça charge, hein, ça arrive. Voilà. Voilà, alors attendez. Voilà. Alors, deuxième type de technologie, la réalité virtuelle. Donc, dans le cadre de la réalité virtuelle, en fait, nous allons en fait vous proposer une immersion en géode 360. Je me permets d'aller La directement. personne, oui, s'il te plaît, on va éviter l'introduction du logiciel. Voilà, enfin, on choisit son type de simulation, on choisit ses scénarios, on va régler en fait et paramétrer les objets que l'on souhaite choisir, et ensuite on va être directement en interaction sur l'objet réel. Voilà, donc là je continue et je vais utiliser en fait la télécommande pour me déplacer avec la nacelle.
Voilà, et je dois réaliser tout un ensemble de parcours comme au réel, hein, donc pas besoin de mobiliser un engin réel, pas de risque non plus de incidentogène, hein, puisque par définition là, l'accident entre guillemets est permis. Euh, et vous avez aussi la possibilité d'être confronté à des situations de stress ou des situations émotionnellement fortes. C'était la deuxième technologie. Tu en mets une troisième, Nathalie, Oui, ou... là, Oui, je passe sur la simulation, hop, la simulation 3D. ok. Troisième type d'exemple, directement sur écran, on va créer en fait de la simulation. En l'occurrence ici, on va reconstituer pour ce client en fait des accidents réels, des accidents qui ont eu lieu en fait durant les phases de production, et en fait on les reconstitue pour créer une base documentaire de tous les accidents. Cette base est reconstituée en reprenant les vraies discussions, toutes les vraies manipulations, tout a été rescénarisé comme ça s'est passé, toutes les décisions qui ont été prises. L'objectif étant derrière de recréer naturellement avec les personnels des situations et on va reconstituer avec l'arbre des causes et remettre en place un plan de prévention lié à l'accident. Donc, très important d'être vraiment au plus proche de la réalité, car c'est le fait que ça se soit vraiment passé et qu'on a tout redécomposé, c'est ce qui va vraiment être le plus impactant côté collaborateur, hein. On n'est pas du tout dans quelque chose qui est de l'ordre de l'invention, on est vraiment dans la reconstitution. Alors, au niveau du cadre dans lequel la XR est vraiment pertinente, on a plusieurs modalités en fait de formation. Donc, cette première formation en immersion, on voit ici par exemple que en réalité augmentée, on peut reconstituer un jumeau numérique de la machine et voir fonctionner l'ensemble de ces organes, les flux, les fluides, euh, l'ensemble des boutons et du mode de fonctionnement de la machine, ce qui va permettre en fait à l'opérateur d'avoir un moyen pour guider son action. Ça va permettre d'accompagner aussi le collaborateur directement sur le terrain, puisque il peut emporter sa tablette sur n'importe quel type de machine et bénéficier en fait de toute la documentation technique et sécuritaire liée à l'usage de cette machine, notamment dans le cadre des étapes de maintenance. C'est très efficace aussi sur tout ce qui est simulateur procéduraux, puisque vous allez pouvoir guider la tablette, vous allez pouvoir aussi la faire avancer étape par étape, c'est-à-dire que finalement, vous vous laissez guider en fait par un outil, alors un outil de formation, mais qui vous accompagne directement sur le terrain. Et c'est également très efficace ce type de dispositif sur des simulateurs de physique, puisque nous allons pouvoir reconstituer, je pense à des projets que nous avons développés sur la pulvérisation d'eau en déluge pour des systèmes incendies, ça peut être le déplacement d'objets, de mèches 3D dans un environnement en nuage de points, ce qui permet en fait de préparer l'intervention de déplacement de colis par des ponts roulants dans des environnements complexes, en reconstituant les physiques réelles. Alors, on a coutume de dire chez Audace qu'en fait, on peut reprendre cette pratique sous la forme des 4 R. Alors, les 4 R vont correspondre en fait à des degrés de pertinence de ce type de projet. Alors, le premier R, c'est tous les projets rares. Alors, le projet rare, c'est quand les conditions d'exercice sont rares ou difficilement reproductibles. Si je vous dis, par exemple, je m'entraîne à réaliser une mission spatiale et à faire une sortie dans l'espace pour aller réparer un petit morceau de satellite, vous comprendrez bien que c'est compliqué de refaire ça, soit dans une piscine et pas vraiment dans les vraies conditions. Alors que là, en réalité virtuelle, on va pouvoir véritablement reconstituer l'environnement, la pesanteur et les sensations réelles que va éprouver le spationaute. Mais c'est le cas également sur des environnements comme par exemple le nucléaire dans lequel nous travaillons beaucoup.
où certains environnements sont difficilement reproductibles parce que les personnels ne sont pas autorisés à s'y rendre et encore moins pour faire de la formation. Ça peut être le R de risqué. Donc quand l'apprentissage se déroule dans des environnements dangereux, il est évident que, dans l'environnement à risque, la formation va rester, essentiellement théorique. On va pas, dans la vraie vie, dans la vraie formation, reconstituer un risque au point que, l'apprenant puisse, quasiment le vivre. Ce qui n'est pas le cas, nous, dans la réalité virtuelle, puisqu'on va pouvoir plonger l'apprenant véritablement au cœur, de sa mission avec les risques environnants, réels. Et ça, c'est un des enjeux, très importants de la mobilisation, de l'apprenant, notamment sur les problématiques, de gestion du risque puisque, on dit toujours que c'est pour les autres, mais dans la XR, c'est pas pour les autres, hein, ça va vous arriver et si vous allez trop loin, vous allez même vraiment vivre l'accident. Et ça, je peux vous assurer que pour l'apprenant, c'est très impliquant. Ensuite, le dispositif, est pertinent quand il est répétitif. Quand, par exemple, il faut, acquérir un geste ou une posture et que la répétition est fondamentale. C'est le cas, par exemple, ici à droite, on va y revenir juste après sur l'exemple, mais vous êtes sur un dispositif d'un industriel du pneumatique, qui, doit former, ses intérimaires à, la manipulation, d'objets dans le cadre, du montage de pneumatiques. Et le rythme auquel, la personne, va devoir réaliser en fait ces manipulations sur la ligne de production est vraiment fondamental car, savoir le faire une fois, c'est une chose, mais savoir le faire, 100 fois ou 200 fois dans la même journée, c'est complètement une autre dimension. Et là, en fait, l'outil permet de valider que véritablement vous êtes en mesure de le faire naturellement en respectant, les conditions de sécurité. Ce dispositif, a d'ailleurs eu un prix, mondial, par, Bridgestone, Japon, par le siège en fait, sur, les actions en fait, de prévention et de sécurité dans leurs usines. Et enfin, la répétition, alors la répétition au sens, un peu comme des acteurs, hein, c'est quand on prévoit une opération sensible et qu'il faut, maîtriser sa technicité. Donc on peut nous reconstituer toute forme d'action en réalité virtuelle avant même de devoir le faire. Je pense par exemple, au redressement d'un générateur de vapeur qui était, tombé dans une centrale, à Palluel, et on a reconstitué, en fait, entièrement, tout l'environnement, le pont roulant, les objets, qui avaient été créés par l'opérateur qui était en charge du relèvement et ils ont pu, faire, toutes les répétitions nécessaires pour s'entraîner à la vraie manipulation avant de le faire. Et ça, voilà, c'est quelque chose aujourd'hui, que la réalité virtuelle permet. Alors, plus spécifiquement sur la productivité, alors on a coutume de dire, dans l'industrie, que pour obtenir un taux de rendement, attendu, il faut maintenir en fait 3 valeurs, hein. La première valeur, c'est, la valeur d'allure. La deuxième, c'est la valeur de qualité et la troisième, c'est la valeur de disponibilité. Alors, ces 3 vecteurs qui rentrent dans le cadre de la TPM, il y a un processus qualité dans le monde de l'industrie. Le taux d'allure, ça va vous permettre en fait, face à, des problématiques de production, de faire en sorte que les objets entrent d'un côté, en matière première et sortent de l'autre côté en produit fini au rythme que vous avez souhaité. Et c'est très important car, heu, en fait, le manque d'allure ou la trop grande allure peuvent avoir des conséquences, néfastes sur, l'objectif de production globale. Donc on va pouvoir nous confronter en fait les apprenants au poste de travail et les entraîner dans le rythme du travail prévu. Encore une fois, cette notion de rythme est vraiment fondamentale. On a besoin d'avoir des personnes en mesure de tenir un poste et pas de savoir comment le poste fonctionne. Et c'est très important de pouvoir mesurer, si, la personne saura le faire. Sinon, c'est comme ça qu'on a des cohortes d'intérimaires qui, commencent un jour et s'arrêtent, 2 jours ou 3 jours plus tard parce qu'en fait,
ils ne se rendaient pas compte durant les phases de recrutement et de formation de ce qu'on allait leur demander concrètement juste après. Le deuxième facteur, c'est la qualité, hein. C'est comment je sors toujours le même objet tel qu'il a été prévu qu'il sorte au cahier des charges. Dès que j'ai un objet qui ne sort pas il va passer au rebut. Quand il passe au rebut, ça coûte très cher. Et en termes de productivité, c'est à la fois mauvais parce qu'il va falloir le refaire et en même temps, il a coûté cher pour le produire. Et donc, ce niveau de qualité de l'objet fini, il passe souvent par l'acquisition de gestes techniques, de capacités de l'apprenant à réaliser, par exemple, des réglages en live ou des petites maintenances en live, de gérer des paramétrages sur les éléments sur lesquels il peut intervenir. Et c'est tout ça qui va faire que l'objet fini sera à la qualité attendue. Très important dans ce type de dispositif de réalité virtuelle, généralement, on a vraiment une pédagogie formative. C'est-à-dire qu'en fait, l'outil va donner à l'apprenant en live tout ce qu'il fait bien et tout ce qu'il ne le fait pas bien. Par exemple, sur certaines lignes de production, on peut intégrer un mode fantôme. C'est un collaborateur qui fait le geste idéal et le déplacement idéal et qui a été lui enregistré et qui apparaît juste en fantôme. L'apprenant au début essaye simplement de suivre euh, ce collaborateur idéal entre guillemets et cet étalon en fait pour voir s'il est capable de reproduire ce type de geste. Naturellement, il n'y a pas que l'apprenant qui a du retour, hein, puisque tout ce qu'il fait s'enregistre et donc le formateur, à la fin de l'expérience, a un retour complet sur, ce que l'apprenant a fait par rapport aux standards attendus, et va pouvoir, réaliser des débriefings, très précis, car, les métriques qui remontent le sont également. Enfin, le 3e vecteur, le plus important pour améliorer sa productivité, c'est la disponibilité, machine, ou opérateur. Et ça passe par, le fait que, notamment pour la formation, on ne soit pas obligé de bloquer des vraies machines pour pouvoir, former les personnels. On peut les reconstituer entièrement en 3D et vivantes, hein, totalement vivantes. Donc, ce qu'on appelle un jumeau numérique. Et ça va permettre également donc de garder la disponibilité totale sur la machine réelle. Ça va être aussi de la possibilité pour la personne de se former en autonomie. Les phases de formation peuvent être totalement gérées par l'apprenant, le formateur ne s'occupant que de l'encadrement du débriefing, mais durant la formation, l'apprenant peut être autonome, ce qui libère aussi beaucoup les personnels qui doivent encadrer tout cela, qui sont généralement assez peu disponibles en ce qui concerne en tout cas les expertises. Et également une logistique de formation simplifiée dans un espace réduit. Là, je prends l'exemple que vous voyez là à gauche, par exemple. Donc là, c'est un opérateur qui est en train de se former sur une machine qui fait à peu près une vingtaine de mètres de long, sur 3 mètres sur 3 mètres, et qui normalement présente un certain nombre de risques. Là, l'opérateur, en fait, est sur un tapis de déplacement. Donc, il a vraiment, lui, la sensation de se déplacer devant la machine et il va réaliser un processus de fabrication. Voilà, donc si vous arrivez à améliorer ces 3 facteurs-là, automatiquement, vous améliorez le rendement global de la structure. Pour la sécurité, on va retrouver également des vertus à ce type d'outils, comme par exemple autoriser le collaborateur, l'apprenant, donc à vivre des situations complexes et à forte implication émotionnelle. Alors, situation complexe, par exemple, ici, une application dans lequel en fait la personne doit débrocher des disjoncteurs qui font d'une puissance de 6,6 kilovolts. Donc c'est très impressionnant, ça claque au moment où on le réalise. Euh, il y a, même pour les opérateurs les plus chevronnés, il y a toujours une angoisse liée à ce type de manipulation. Donc là, il peut s'entraîner à réaliser en fait les manipulations. Il va pouvoir aussi s'entraîner
au scénario dégradé. C'est-à-dire que je vais pouvoir corser la chose avec quelque chose qui ne va pas répondre exactement comme ça le devrait, hein, un élément qui doit se dévisser mais qui ne se dévisse pas. Donc, comment faire? Une porte qui doit s'ouvrir et qui s'ouvre pas. Un élément qui est abîmé et donc comment je vais gérer la chose, etc., etc. En fait, c'est très important aujourd'hui et la XR le permet sans problème de former les personnes aussi aux choses les plus complexes et non pas seulement à des choses. Une armoire électrique, par exemple, comme objet didactique, c'est très bien parce que ça vous permet de vous former au savoir utiliser. Mais sur votre armoire de formation toute neuve, vous n'allez pas commencer à dégrader l'armoire pour intégrer des scénarios de problématiques. Or, ces scénarios et ces problématiques font la sécurité réelle de l'opérateur, puisque les accidents arrivent généralement sur des situations anormales, hein. Je pense par exemple à un collaborateur qui a eu un problème en débrochant et il devait en même temps dévisser quelque chose. Il a posé sa clé sur le haut de l'armoire. La clé est tombée, ce qui a provoqué un arc entre lui et l'armoire et voilà, et une électrocution. Donc, c'est toujours sur des situations entre guillemets anormales, puisque le normal a bien été géré, il a été pensé. C'est aussi, par exemple, vous voyez l'image du bas, c'est vous permettre à une personne, par exemple, de monter dans une nacelle à 100 mètres de haut. Le but étant, de voir si, cette personne est en mesure de faire du travail en hauteur. Alors c'est tout bête, mais certaines personnes pensent pouvoir faire des métiers et puis, confrontées, à la réalité, ça devient, plus compliqué parce qu'elles ont le vertige, par exemple, hein, et ça, dans ce type d'outils, on peut facilement confronter une personne face à ses peurs, ou à ses phobies. Ça peut être également l'aide apprenant à repérer les facteurs de risque. Là, en l'occurrence, on permet en fait à l'apprenant de piloter un chariot dans des situations complexes ou à risque, avec risque jusque le retournement de l'engin. Et enfin, en cas de persistance dans l'erreur, c'est de confronter l'apprenant à l'accident. Alors, dans certaines postures pédagogiques, quand les apprenants ne sont plus dans une phase d'écoute et continuent temps avoir les mêmes types de comportements sur le terrain, eh bien, on peut en arriver à, et là, ça a été le cas chez ArcelorMittal, à faire vivre l'accident, puisque la personne doit faire un déplacement dans une halle dans laquelle il y a des poches d'acier en fusion qui passent. Et malgré tous les avertissements possibles et imaginables, la personne continue de passer sous la poche parce que ça va plus vite pour aller de l'autre côté. Et bien là, on lui fait vivre un percement de poche juste au moment où il passe. Et donc, on va lui faire vivre véritablement l'accident, puisque là, il va être brûlé. Je propose peut-être de revenir sur les vidéos tout à l'heure si vous avez envie de voir ces quelques exemples. L'essence mobilisable. Alors, dans les applications XR, vous avez remarqué tout à l'heure l'écran, le casque, donc deux éléments qui sont de l'ordre de la vue, du visuel, mais il faut avoir en tête que dans la XR, on peut également pousser certains éléments de type auditif, notamment par exemple en spatialisant les bruitages. Je pense par exemple à vous êtes en bord de voie, il y a un train qui arrive de votre gauche et qui va passer à droite. Eh bien, le son en fait va véritablement être spatialisé. Donc, vous allez vraiment entendre le train qui arrive de derrière, qui va passer devant vous et qui va ensuite continuer son trajet. Cette spatialisation en fait permet vraiment une immersion encore plus forte. Un autre élément important, c'est le toucher. Donc, aujourd'hui, on peut récupérer la gestuelle d'une personne, tous les gestes qu'il réalise avec ses mains via les casques ou des gants haptiques, comme tel que vous voyez ici, qui permettent aussi de récupérer le toucher. On peut réinterfacer n'importe quel type d'objet électroniquement pour le faire parler avec le casque. C'est le cas ici d'une lance de Kärcher qui est utilisée dans le nettoyage de fond de piscine dans le monde du nucléaire.
c'est ici des extincteurs incendie utilisés pour faire de la prévention sécurité incendie, mais où on va véritablement attaquer le feu avec un vrai extincteur dans les mains, même si on est en réalité virtuelle. Et également l'odorat, puisque il y a tout un ensemble aujourd'hui de diffuseurs de parfums qui peuvent être pilotés par l'ordinateur et qui permettent en fait d'ambiancer, on va dire, l'expérience. Si je reprends l'extinction de feu, par exemple, hein, on a des parfums incendie. Hein, donc on peut, en plus de la vue, en plus du bruit, des sons que va produire l'incendie grandissant, en plus, et naturellement de l'alarme qui va mettre un certain stress aussi à l'apprenant. Et en plus de ça, on va lui mettre en fait cette odeur d'incendie et là, l'immersion est vraiment totale. Les fonctionnalités cérébrales mobilisables. Donc, dans les fonctions XR, si vous pensez votre expérience à fond et vous pouvez en profiter pour mettre ça dans vos cahiers des charges, c'est plusieurs fonctions sont mobilisables. La première fonction, c'est les fonctions motrices. Donc, l'engagement du corps dans l'action. Je peux avoir des gilets de retour de force également. Hein. Je peux avoir des bras de force. Je peux donc mesurer si la personne a engagé son corps de manière et son énergie dans l'action. Je peux savoir si elle est debout, assise, penchée ou si elle utilise ses bras, ses jambes, etc. dans l'action. Je peux également lui proposer une résistance à l'effort. Notamment, par exemple, si on demande à quelqu'un de faire une manipulation, il doit serrer des choses. Certains types de serrage sont sensibles, soit parce qu'il faut faire des serrages très légers, soit au contraire parce que ce sont des serrages lourds. Et apprendre le geste avec la résistance, bah, ça permet quand même d'être plus efficace, plus préparé à l'action réelle. Et enfin, la capacité de répétition de gestuelles précises. Nous, on va tout enregistrer. S'il faut taper 10 fois sur le clou avec le marteau en le centrant, eh bien, on peut enregistrer le geste et vous donner ensuite une sorte de cible avec exactement la manière dont vous l'avez fait. Vous connaissez ce type de simulateur pour ceux qui aiment jouer au golf, voilà, qui permettent de s'entraîner à une gestuelle répétitive. Ensuite, les fonctions émotionnelles, c'est développer de la confiance en soi ou envers les autres. Donc, dans la réalité virtuelle, on peut vous plonger dans n'importe quel type d'environnement. Hein. On peut vous plonger dans une foule, par exemple. Hein. On sait que certaines personnes ont des problèmes avec la gestion de leurs émotions dans ce cadre-là. Ça peut être également des mouvements de foule. Comment vous allez gérer, vous êtes responsable de sécurité, comment vous allez gérer un mouvement de foule, par exemple, hein, sur un quai de gare en cas de problématique. Ça peut être également de gérer vos émotions plus liées en fait à votre expérience, hein, des phobies, par exemple. Et également votre confiance en vous plaçant par exemple devant une assemblée, dans une grande réunion, une assemblée dans laquelle vous devez prendre la parole et dans laquelle en fait on va vous confronter à des regards et une communication non verbale forte pour vous déstabiliser dans un premier temps, puis vous aider à prendre confiance. Ensuite, ça vous permet également de développer votre vigilance. Donc, il y a des personnes qui ne possèdent pas forcément beaucoup de vigilance, c'est comme ça. Elles sont toujours un peu on va dire dans la lune ou voilà. Et en fait, la réalité virtuelle, ça permet pour certains types de collaborateurs de les plonger dans un environnement à haut risque, incidentogène, et de les éveiller aux risques qui sont autour d'eux. Donc, c'est plutôt favorable quand il s'agit de faire de la prévention du risque de manière générale. C'est une sorte de chasse au risque, mais en réalité virtuelle. L'expérimentation de ses limites également, hein, la peur, le dégoût, si vous voulez faire l'expérience d'une salle d'attente des urgences un dimanche soir surpeuplée dans lequel on a deux, trois individus extrêmement agressifs, eh ben, aucun problème pour le faire en réalité virtuelle. Votre capacité à réagir par rapport à ces mouvements et ces problématiques, on peut tout à fait vous y familiariser sur au moins la mise en œuvre des scénarios qui sont la plupart du temps appris de manière théorique.
Ça peut être le dégoût également, hein, c'est vous habituer à réaliser un certain nombre de gestes sur des objets que vous allez estimer être un petit peu ragoûtants et en tout cas vous montrer que on peut le faire et que il n'y a pas forcément une implication plus forte que ça à avoir lors de cette manipulation. Ça peut être la captation de données physiologiques et bioprocesseurs. Euh, Notamment, par exemple, sur certains ponts roulants, on a équipé le pont avec un bracelet qui permet en fait au pilote de capter son rythme cardiaque, sa conductance électrique et sa température, et ça vous donne en fait une indication en live de son niveau de stress en réalisant les manipulations. Cette technologie est surtout efficace pour le pontier, hein, puisque ça lui révèle en fait le moment où il peut basculer on va dire d'un bon stress à un stress pétrifiant qui risque de provoquer l'accident. Enfin, les fonctions sensorielles, c'est ressentir l'environnement immersif et l'ambiance. On l'a dit juste avant, je vais pas forcément développer avec du son, de la vibration, une température, des odeurs et ressentir les objets, des textures. Nous avons certains types de retours de force qui permettent également de proposer, de sentir, par exemple, la texture d'un tableau de bord. Très important en réalité virtuelle, ne pas penser expérience solo, mais penser expérience multiple. C'est un formateur, des apprenants. On peut intégrer plusieurs apprenants dans une même expérience en réalité virtuelle. Donc, tous mettent un casque et sont tous dans le même environnement et doivent travailler ensemble. Donc, on peut recréer de la coactivité ce training multijoueur, si tout le monde est équipé de fibres, ou de 5G, on peut même le faire à distance. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir les mêmes personnes dans une salle. Tout le monde peut réaliser des sessions de formation en étant tous distants, hein. Quand je dis distance, c'est vous pouvez avoir quelqu'un à Bagdad, une personne euh, à New York et une personne à Paris et créer une formation, les trois en simultané, dans le même environnement. Donc, on va dire un lieu, des lieux, un apprenant, des apprenants. Et pourquoi pas un game? Alors, quand on dit pourquoi pas un game, c'est que on a possibilité également d'intégrer une ludification en fait de l'expérience. On va y revenir. Je ne t'entends pas, Nathalie. Oui, pardon. Je propose de vous partager juste une toute petite vidéo là, comment dire, d'une expérience de réalité virtuelle qui a lieu en multijoueur. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, là je vous propose de découvrir directement. Voilà. Donc ici, vous êtes en fait dans le monde du nucléaire, hein, vous êtes chez Orano, c'est une formation de pompiers, mais qui forme en même temps les chefs de manœuvre. Donc vous avez vu le chef de manœuvre qui réalise des actions avec ses lunettes et ses manettes. Au centre, il y avait le formateur qui gère l'ensemble. Et sur la droite, un simulateur de pilotage à écran que nous avons reconstitué dans le cadre des scénarios. Donc là, vous êtes dans le bâtiment réacteur, vous voyez, vous êtes au-dessus de la piscine. Et en fait, tout l'intérêt de ce type de simulateur, c'est de synchroniser et d'apprendre au personnel de travailler ensemble et en cohérence entre le pilote et le chef de manœuvre donnant les ordres, le pilote réalisant les manipulations. Je reviens donc sur la présentation. Voilà, donc simplement une diapo pour conclure, et après on passera aussi à des questions naturellement. C'est un petit peu l'idée, l'objet. C'est un enjeu professionnel majeur et d'avenir, hein, puisque la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte, tous ensemble, sont des technologies qui vont être de plus en plus utilisées, qui sont en train de se démocratiser. Vous connaissez certainement les ambitions autour des projets de type métaverse qui permettent d'avoir
ce qu'on appelait, il y a une dizaine d'années, il y avait un autre dispositif qui s'appelait Second Life, qui permet en fait de vous plonger dans un environnement totalement virtualisé, en prenant le caractère de quelqu'un, de votre imagination, et surtout qui permet de supprimer en fait les frontières, puisque n'importe qui connecté n'importe où dans le monde pourra rencontrer une autre personne. Donc ce type de projet aujourd'hui, il faut vraiment le penser de manière globale. Les équipements sont de plus en plus vulgarisés et de moins en moins chers, de plus en plus faciles à prendre en main. Les ergonomies sont de mieux en mieux faites également par rapport au tout début où il y avait des balises, etc. Maintenant, c'est très autonome. On va vers le casque autonome, hein, donc plus besoin d'ordinateur. Tout est intégré directement dans le casque. Donc, bref, à des expériences qui vont devenir de plus en plus mûres et de plus en plus pertinentes. Ça va permettre de booster un certain nombre de conditions d'expérience, de conditions qui permettent d'améliorer la qualité, la disponibilité et la sécurité des collaborateurs. Voilà. Et ces projets sont des projets encore aujourd'hui dits innovants. Donc, ces projets peuvent être pris en compte dans le cadre, alors pour les TPE et les PME, PMI, dans le cadre du C2I, Crédit Impôt Innovation, même s'il va être réformé, ça fonctionne, ainsi que pour les grandes entreprises dans le cadre du CIR en lui donnant une dimension R&D. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en ai fini sur la partie, on va dire, présentation de ce webinaire. J'ai quelques exemples à vous montrer pour ceux qui souhaitent rester après, mais j'aurais aimé quand même répondre à des questions si Est-ce il y a que des parmi questions, vous, qu'elles soient techniques. voilà, est-ce que parmi vous, certains sont coutumiers déjà ou pas de ce genre de pratique, des formations immersives, dans quel cadre, ou est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez développer, mais vous posez peut-être des questions je sais pas, de mise en place, de coûts, etc. Nous sommes aujourd'hui dans la transparence, hein, comme annoncé. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez savoir, avoir des notions de combien ça coûte, quels sont les délais aussi, naturellement, pour mettre en place ce type de dispositif. Je pense par exemple à un dispositif créé il n'y a pas très longtemps pour Renault Industrie, où le formateur en fait qui doit naviguer entre différentes usines a juste en fait un casque autonome à mettre dans sa valise pour pouvoir aller former des pompiers à des manipulations sensibles d'emboutissage un peu partout dans le monde. Donc vous voyez, ça devient de plus en plus facile, accessible. Et moi, je pense qu'il est temps que tout le monde, que tout le monde s'y mette. Alors, on m'a dit que nous sommes dotés de 3 casques VR dans la société. Nous souhaitons développer effectivement ce type de système dans l'entreprise spécialisée dans la grue. Quelle est la durée de conception d'un module en moyenne et quel est le coût? D'accord. Donc, alors, là, c'est intéressant parce que, par exemple, quand on parle de grue, il faut savoir que sur des entreprises telles que la nôtre, telles que Audace, nous avons déjà 2 types de simulateurs, les ponts roulants et les grues de type GMA. Et ça veut dire que toutes les physiques nécessaires à l'élaboration de ce type de simulateur, nous les possédons déjà en interne. Nous gérons déjà, par exemple, le ballon des objets, les cinématiques, levage, avec différents types de problèmes de paramétrage. Ce qui fait que, ben, effectivement, là, du coup, le projet peut être ben, assez abordable puisque les physiques et le développement de base, nous le possédons déjà. Donc, je dirais que typiquement pour créer un scénario de grue avec un environnement que nous possédons déjà aussi, hein, puisque nous avons déjà beaucoup de choix dans les types d'environnement. On va être sur un projet entre
entre 15 et 20 000 euros pour faire un scénario. Alors, à partir de combien d'apprenants, du coup, ça peut devenir un peu intéressant, du coup parce qu'il faut savoir que ce sont des simulateurs qu'on a développés, du coup, avec le concours d'experts métiers, hein, notamment de l'AFTRAL pour tout ce qui est simulateur de nacelle, grue auxiliaire, tu parlais également des GMA, etc. Donc, c'est la conception avec ces experts métiers qui permet aussi d'attester vraiment du réalisme des sensations, de la physique, des mouvements, etc., etc. Par contre, est-ce que du coup, il y a un nombre d'apprenants voilà, à partir de quel moment ça peut devenir intéressant potentiellement pour une entreprise? Alors, dans la réalité virtuelle, on ne va pas fonctionner exactement comme dans le e-learning. Alors, dans le e-learning, effectivement, plus le volume d'apprenants est élevé, plus l'investissement est négligeable, puisque on s'imagine bien 15 000 euros pour faire un module e-learning et avec 1000 apprenants, on arrive à 15 euros par apprenant. Donc, le coût n'est pas très élevé. Dans la réalité virtuelle et la XR, on va plutôt faire un ROI basé sur ce que l'expérience peut apporter en termes de sécurité, de productivité. Donc, l'idée, c'est plutôt de dire ça va permettre d'améliorer un certain nombre de manipulations et de gagner, par exemple, 5 ou 10% de temps sur ce type de manipulation. Ça va être peut-être aussi de travailler le ROI avec une baisse de l'accidentologie de 10%, par exemple, avec sa grue, et donc de la casse matérielle, voire des problématiques de blessures humaines. Mais restons sur le matériel. Et donc, généralement, le ROI du simulateur sur un seul scénario, il va être obtenu au premier accident. Donc, je vais dire, le ROI est assez vite trouvé sur ce type de problématique. Sur le délai, en termes de conception, en moins d'un mois, on a créé un scénario sur une grue, parce que, encore une fois, ça, ce sont des engins que nous possédons déjà. Hein, donc, il suffira simplement de l'adapter. En un mois, c'est fait. Après, sur un nouvel engin que nous n'aurions pas en, en standard, là, je dirais qu'il faut compter environ 3 mois pour développer un scénario. Est-ce qu'on peut faire peut-être un tout petit laïus très rapide sur la place du formateur aussi, Jérôme, par rapport à ces simulateurs? Parce que c'est vrai qu'on en a assez peu parlé, du formateur. La question m'est pas posée, mais peut-être que certains se Oui, la posent. alors, beaucoup de formateurs ont un peu de réticence à utiliser ces expériences parce que ils ont un peu peur de ne pas maîtriser la technicité que ça réclame. Bon, il faut savoir que, encore une fois, sur les nouveaux dispositifs, caméra, gestion des mains, casque autonome, donc plus de fil, plus de ce genre de problématiques vont faire que le formateur, pour lui, ça devient un peu comme son ordinateur, en fait. Hein. Il l'allume et il lance un service. Et le cas va fonctionner de la même manière. Donc, je dirais qu'il y a plus vraiment aujourd'hui de raison d'avoir des réticences techniques. On est au niveau de la gestion du ballon, par exemple, si on parle toujours de cette grue, on est bluffant, même pour des formateurs, au niveau de la qualité du rendu. Donc, le formateur ne veut pas non plus se plaindre d'avoir un outil qui est un jouet et qui n'est pas vraiment réel. Non, c'est très, 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 très proche du réel. Et ça va même voir des choses que le formateur ne voit pas. C'est-à-dire que, comme en fait tous les métriques s'enregistrent, lui, l'application, elle enregistre tout sous tous les angles. Et donc, la moindre collision ou risque de collision, elle va le voir. Le formateur aujourd'hui a un retour, soit, on l'a vu sur le simulateur de pont roulant tout à l'heure, permanent. C'est-à-dire qu'en fait, en permanence, il a des étalons qui lui sont proposés et il voit les deux collaborateurs travaillant ensemble par rapport au standard qui est attendu. Donc, tout ça s'analyse en live et ça lui permet aussi de déclencher des modes complémentaires.
s'ils voient que, par exemple, les deux sont un petit peu trop à l'aise et que tout se passe bien, etc., c'est qu'ils sont chevronnés dans ce qu'ils font. Et auquel cas, il va peut-être pouvoir déclencher des modes alternatifs ou des aléas pour mettre un petit peu de piment dans l'expérience. Hein. Je pense à la grue, on peut déclencher des petites rafales de vent, par exemple, ou une luminosité qui est pas très bonne pour que l'expérience devienne un peu plus complexe et plus aussi émotionnellement forte pour le conducteur. Le formateur a également un retour final puisque l'application a tout observé et ensuite elle sort un rapport dans lequel il y a tout ce qui a été bien fait, pas bien fait, étape par étape. Le formateur peut s'en servir pour débriefer, il peut même aller jusqu'à la certification, hein, puisque étant donné qu'il a un véritable étalon, qu'il a une véritable évaluation précise et maîtrisée, il peut s'engager sur une certification du type de formation. Voilà pour cette partie, Nathalie. Merci Jérôme pour ce... Donc le formateur est bien au cœur du dispositif, puisque les dispositifs sont conçus avec et pour les formateurs, puisque n'oublions pas que dans la réalité virtuelle, la majorité des sessions s'organisent dans le cadre de sessions de formation présentielles. D'autres questions ? Il nous reste 1 minute à peu près. Est-ce qu'il y a encore des questions Alors, j'ai vu que Roman dit nous sommes dotés de 3 casques VR dans la société. Alors, naturellement, on est aussi en mesure de reprendre le matériel existant. Ça peut être une contrainte dans le cahier d'échange. Parce que si le matériel est a déjà vécu et a déjà 3-4 ans d'existence, automatiquement, on sera sur des technologies un peu plus vieilles qui peuvent être plus complexes en termes d'ergonomie, par exemple. Mais dans tous les cas, on arrive toujours à reprendre les matériels que vous avez. Hein, ça ne pose pas de problème. Ce qui est important, c'est acheter une marque et consacrez-vous à une seule marque. Ne mettez pas un parc hétéroclite de casques parce que sinon vous allez devoir faire des développements hétéroclites également, puisque chaque casque quasiment, c'est une petite partie de développement spécifique. Il faut avoir ça en tête. Alors, si vous avez des questions, oui, pardon, excusez-moi, je me suis permise de remettre la slide avec les coordonnées de Jérôme. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur les réseaux sociaux sur Audace Digital Learning. Notre site internet porte le même nom, Audace Digital Learning, ou alors si justement vous souhaitez en savoir un peu plus sur les simulateurs, vous pouvez les voir sur le site simulateur-audace.com. Exactement. Et si vous souhaitez que l'on discute de vos projets, moi je suis à votre disposition. On s'organise une petite visio spécifique. Toute la partie études chez Audace est gratuite. Hein. Tout au moins, ça fait partie de notre travail d'architecte, de solution. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. Voilà, on vous remercie pour votre participation. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, écoutez, on vous libère et puis on vous souhaite une très bonne après-midi et puis on espère vous revoir bientôt pour peut-être un futur webinaire. À bientôt. Au revoir, bonne journée, au revoir.